Allez, je me lance. Hatem Ben Abdallah, journal de bord, samedi 24 août 2024 à 18h35. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire honneur à mon père et de, si je puis dire, et de raconter mon histoire et de ce qui m'est arrivé avec lui et de prendre mes responsabilités concernant ma relation avec lui, ou en tout cas la dégradation de ma relation avec lui, et continuer sur le sujet. Je sais que j'en parle souvent de l'aliénation parentale, mais je pense que c'est peut-être le sujet le plus prenant et le plus grave dans ma vie. Et je voulais maintenant, avec la perception que je peux avoir à mon âge, un peu retranscrire certaines choses que je ne comprenais pas lorsque j'avais 19 ans. Donc il faut savoir que j'ai rejeté mon père, j'avais 19 ans à peu près, et puis quand j'ai eu à peu près 30 ans, j'ai appris son décès, et il est mort en 2002, et après ça, il m'aura fallu bien 12, 13, 14 ans pour comprendre des choses hallucinantes. Alors, comment dire, j'ai eu une enfance particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis arrivé dans cette vie, dans ce monde, avec une sensibilité particulière, une grande sensibilité à plusieurs niveaux. Et je ne sais pas si c'était un cadeau, mais à l'époque, je l'ai vécu vraiment comme une malédiction. Et j'ai atterri dans cette famille qui a été extrêmement dysfonctionnelle. Et donc j'ai grandi en voyant le chaos régulier entre mes parents. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai grandi comme ça, en voyant mes parents se déchirer, hurler. Je ne comprenais pas. J'ai grandi en me disant, dans une grande souffrance, en me disant que c'était peut-être à cause de moi, ou j'avais l'impression que j'étais la cause de pas mal de problèmes. J'ai l'impression que je faisais trop de bêtises et que c'était à cause de moi que mes parents s'engueulaient. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai une souffrance quotidienne. Je repense à mon père au quotidien. Et je peux le dire aujourd'hui, le fait de l'avoir rejeté est ma plus grande erreur dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, parce que j'ai l'intention de faire une autre chaîne en anglais cette fois-ci, pour aider les parents et les enfants qui seraient aliénés, et de pouvoir les aider à tenir émotionnellement sur la durée. Donc pour revenir sur mon histoire, j'ai grandi avec un amour profond pour mon père, une admiration. C'était mon héros et mon Terminator. Il était d'une très grande autorité. Et voilà, donc et malheureusement, la relation avec ma mère était extrêmement houleuse. Et donc
J'ai vécu avec des très 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 grandes souffrances en voyant mes parents se déchirer. Couplé à ça, ils étaient extrêmement autoritaires avec moi. Et ils essayaient de me le vendre en me disant qu'ils voulaient que je réussisse et que... bref. Et donc je pense à mon père et je me rappelle de lui. Il s'est passé un phénomène... je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Aujourd'hui, ce que je te partage, c'est après pas mal d'années de mûrissement de ma part. À l'époque, j'étais petit à petit, avec les années, j'étais persuadé que le camp du mal, c'était mon père et le camp du bien, c'était ma mère. Et j'ai vu mes parents se déchirer jusqu'à un point où petit à petit, j'ai vu quasiment un mépris, un ressenti quasiment quotidien à l'encontre de mon père. Et ça m'a fait énormément de mal parce que j'ai l'impression que tout rejet que ma mère avait vis-à-vis de mon père, je le vivais comme un rejet aussi de moi-même, puisque c'est mon père après tout. Donc à chaque fois que ma mère poussait des gueulantes, d'exaspération, chaque fois qu'il y avait une colère ou chaque fois qu'il y avait un mépris de sa part, je le prenais pour moi, alors que c'était orienté à mon père. Et avec les années, il y a un phénomène horrible qui s'est passé. C'est que petit à petit, mes sœurs et moi, et avec ma mère, nous sommes retrouvés enchevêtrés, comme si on faisait partie d'une secte, et j'ai commencé petit à petit à couper en deux ma famille. Il y avait mon père qui était le méchant abuseur, et puis ça tombait bien puisque je n'appréciais pas son autorité. Et il y avait le camp des opprimés, des abusés qui était ma mère. Et j'ai perçu les grandes violences de ma mère à l'encontre de mon père comme une sorte de réaction légitime. Et donc je me suis dit, waouh, si elle est aussi dure avec mon père, c'est qu'il a dû certainement être horrible avec elle. Et quand tu es gamin, ton imaginaire en général reflète plus tes inquiétudes. Et moi, mon seul désir, c'était d'être aimé par mes parents, d'avoir une étreinte. Et quand je voyais mes parents se déchirer, j'étais là en train de me dire ah merde, il va falloir choisir un camp. Et naturellement, quand tu es gamin, en général, c'est la mère qui prend le dessus, je pense, en général. Je parle en majorité, pas à 100%. Parce que c'est la mère nourricière, c'est le symbole, c'est le rapport charnel. Et moi, à l'époque, j'étais trop petit pour comprendre le monde des adultes. Et donc j'ai pris le parti pris avec ma mère. Et c'est beaucoup plus tard, des années plus tard, après son décès, que j'ai compris que ma mère, mes sœurs et moi avions utilisé mon père comme un bouc émissaire. Et c'est comme si en fait j'avais l'impression que moi étant enfant, quand je voyais les colères extrêmes de ma mère vis-à-vis de mon père, j'avais l'impression de voir ma mère comme une petite fille. Et donc je me suis identifié à l'aspect immature de sa part. Et donc c'est comme si j'avais eu un lavage de cerveau, mes sœurs et moi, de haut vol, lié au traumatisme de l'enfance. Et c'était en fait... je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais mon père avait ses dysfonctions, et c'était pas forcément l'être le plus stable ou un ange. Mais je peux le dire après coup que le traitement qu'il a reçu était pour moi aujourd'hui, avec le recul, inhumain. Et moi, quand j'étais gamin et je voyais ça, je souffrais énormément de voir mon père être traité de la sorte. Non seulement ça me faisait énormément de peine, mais en plus
j'avais l'impression que les violences que ma mère exprimait, les exaspérations à l'encontre de mon père, étaient aussi dirigées contre moi, puisque instinctivement je sentais bien que j'avais une partie de mon père en moi. Et donc c'était doublement terrifiant. Et en fait, la plus grande partie de mon enfance s'est passée à marcher sur des œufs, à développer mon hypersensibilité afin de pouvoir éviter les moments de colère. C'est marrant, je parle de mon enfance et là je vois des centaines de gamins en train de courir. Je parle aujourd'hui de ça parce que le drame avec mon père, c'est que toutes les fois où il a été autoritaire, parfois abusif, ça s'est retourné contre lui. C'est-à-dire que après des années de lavage de cerveau venant de ma mère, j'étais persuadé que mon père était un agent du mal, un monstre. C'était horrible, 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 horrible. Alors que j'ai en moi des moments de connexion avec mon père, beaucoup de moments magiques, magnifiques de connexion. Et pourtant, j'ai été forcé de prendre parti. Et ma plus grande peur, non seulement c'était de subir éventuellement les violences psychologiques de ma mère, mais surtout de perdre l'amour de ma mère. Et donc j'ai dû sacrifier ma relation avec mon père. Et ça a été tragique. Et donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il m'aura fallu quasiment une vie pour comprendre ce que je raconte aujourd'hui. J'avais, pour moi, avec l'immaturité émotionnelle de l'époque, parce qu'il faut savoir qu'on vient de familles dysfonctionnelles, il y a comme un retard dans le développement émotionnel. Ça se retrouve décalé ou aplani. Et moi, en fait, j'ai pris le parti de ma mère parce qu'en fait, il y avait ce phénomène d'enchevêtrement avec la psychologie de ma mère. Mais je ne sais pas si mes sœurs pensent la même chose ou si elles s'en rendent compte. Mais quand on a un enchevêtrement psychologique avec quelqu'un, ça peut durer toute une vie. Et pour s'en sortir, c'est extrêmement douloureux. Donc à 19 ans, je décide de ne plus jamais revoir mon père. Vers l'âge de 30 ans ou plus de 10-12 ans après, j'apprends le décès de mon père. Je n'ai pas eu la chance de renouer avec lui. Et pourtant l'amour que j'avais pour lui était immense et qu'il ne pouvait pas disparaître parce que quand j'ai rejeté mon père et que j'ai embrassé la perception de ma mère, j'étais persuadé que mon père était le mal absolu. J'étais persuadé. J'étais bien conscient qu'il était dysfonctionnel, tout ça, mais en fait, ça, comment dire, ces dysfonctions, ces insuffisances n'étaient pas à un point où ça méritait qu'il méritait d'être traité de la sorte. Et je peux le dire aujourd'hui, je pense que ces 10-20 dernières années de sa vie, il y a eu une forme de déshumanisation qui lui a été infligée. Et je l'ai vu et je l'ai ressenti. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'était ignoble parce que je pense que personne ne mérite d'être traité de la sorte. Je suis bien conscient qu'il y a toujours deux côtés d'une histoire
Et il a certainement dû être horrible ou extrêmement dysfonctionnel avec ma mère, mais je ne pense pas que ça pouvait excuser le comportement qu'il a enduré à la fin de sa vie. Et à l'époque, moi, j'étais tellement traumatisé avec ma relation dysfonctionnelle avec ma mère et mon père que ce qui m'importait, c'était de survivre et d'avoir un semblant de stabilité. Et je ne me rendais pas compte en fait que mon choix de choisir ma mère était plutôt un choix pragmatique, puisque finalement, malgré l'extrême autorité de mon père et parfois de ses punitions physiques, ses corrections, j'avais plus peur de ma mère que de mon père. Et donc c'est comme si avec les années, je pense que c'est le nombre d'années qui a fait ça, j'ai eu l'impression d'être lavé du cerveau, incapable de m'émanciper, et en fait j'ai été conditionné dès mon plus jeune âge à marcher sur des œufs. Et ça m'a gâché une bonne partie de ma vie. Aujourd'hui j'ai vachement de mal à marcher sur des œufs. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Et donc, quand mon père est mort, c'est comme s'il y avait une sorte de digue, et toutes les pensées, tout l'amour que j'avais pour lui qui s'est accumulé pendant des années, le jour où j'ai appris sa mort, la digue s'est effondrée, s'est brisée, et toutes mes émotions d'amour pour mon père se sont révélées instantanément, et ça a été d'une grande souffrance. J'ai pas pu tenir debout, je me suis retrouvé à tomber sur mes genoux, et il m'aura fallu peut-être 3-4 ans pour pouvoir faire le deuil, à chialer dans la douche comme un gamin, et réaliser l'absurdité, puisque à l'époque, je me rappelle, j'étais en train de me dire c'est lui qui a déconné, c'est lui qui doit faire le travail, c'est l'adulte après tout. Donc je me suis trouvé plein d'excuses pour ne pas aller le retrouver et renouer avec lui. Et en fait, j'ai énormément souffert parce que finalement, je pense que jusqu'à sa mort, j'étais incapable d'avoir un comportement fort, mature et adulte. Il aura fallu un certain nombre de souffrances pour pouvoir mûrir et réussir à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux totalement assumer et dire que je pense que mon père ne méritait pas le traitement qu'il a eu pendant des années, et j'ai été le témoin, ainsi que mes sœurs. Je pense que personne ne mérite ce genre de traitement. Après, c'est avec l'âge et mon expérience et mes recherches que je me suis rendu compte que mes parents souffraient d'une extrême immaturité émotionnelle. Et en fait, quand tu as ce niveau d'immaturité émotionnelle, tout est permis. Je pense que ça vient court-circuiter avec les capacités empathiques. Et donc petit à petit, avec les manipulations émotionnelles et psychologiques de ma mère, mes sœurs et moi sommes devenus, et avec ma mère, avons formé comme une sorte de secte, c'est comme ça que je le dis, où tout le monde pensait de la même manière. Et l'agent du mal, c'était mon père. Et à chaque fois que mon père faisait preuve d'un peu d'agressivité, d'un peu d'autorité, c'était la confirmation qu'il était bien le monstre que ma mère m'avait programmé à penser pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai énormément de peine de ne pas avoir pu lui dire que je l'aimais avant qu'il meure. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est le traitement qu'on lui a infligé, parce qu'on était tous enchevêtrés avec la psychologie endommagée de ma mère. Et
on n'a pas pu s'émanciper et avoir notre propre relation avec mon père, séparée de ma relation avec ma mère. Et donc aujourd'hui, je peux le dire, le traitement qui lui a été infligé était inhumain, monstrueux, et que je regrette de lui avoir manqué de respect, de lui avoir infligé le traitement du silence et de ne pas avoir su m'émanciper de l'endoctrinement de ma mère. Et je voudrais pas surtout qu'on pense que j'essaye de pointer du doigt qui que ce soit. Mes deux parents étaient extrêmement dysfonctionnels, mais je veux juste expliquer que les abus ou les souffrances que les parents se partagent les uns entre eux sont ressentis par les enfants, et toutes les attaques que mon père a eues, toutes les violences, peu importe s'ils étaient légitimes ou pas, s'ajoutaient aux violences que je subissais dans ma famille. Et quand je parle de violence, quand tu as un certain âge, quand tu as 5 ans, 8 ans, peu importe la violence que tu as, elle est destructrice. Des fois, pour moi, dans mon cas, mon père, pendant plusieurs fois, m'a corrigé physiquement pour me punir. Mais j'avais bizarrement pas peur de mon père. J'avais plus peur des réactions colériques de ma mère, les hurlements fantastiques. J'avais l'impression à chaque fois que j'avais vraiment peur que ma mère me crie dessus. J'avais l'impression à chaque fois, en plus c'était décrit d'une violence, j'avais l'impression que c'était à chaque fois un exorcisme ou un... Et c'est pour ça que cette chaîne me fait vachement de bien, parce que j'aurais bien voulu partager tout ça avec certaines personnes. Donc, et on est dans un monde où finalement on a tous peur de saouler qui que ce soit. Donc je me dis, et finalement cette chaîne est comme un exutoire pour moi, pour pouvoir passer l'épreuve de communiquer ces moments, ces choses qui ont été cachées pendant trop longtemps avec une sorte de tabou familial. Et mon but avec cette chaîne, c'est de pouvoir parler de tout afin d'espérer peut-être créer de nouvelles fondations pour l'avenir, et pour pouvoir trouver la paix et peut-être contribuer en parlant de toutes ces choses-là, à peut-être aider et protéger les générations futures. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vis avec une souffrance quotidienne, en pensant un petit peu à mon père et au mal que je lui ai fait. Et aujourd'hui, c'est uniquement ouais, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé à piger ce qu'il avait pu endurer, et la difficulté d'être un homme comme il était lui, avec sa personnalité. Je pense qu'il était condamné à chuter. Et encore une fois, j'essaye d'ouvrir les placards concernant mon histoire, parce que c'est vraiment indépendant de l'amour que je peux avoir pour mon père et ma mère. Je sais que pour certains qui auraient peut-être certaines difficultés, mais j'aime profondément mon père et ma mère.
j'essaye d'être moi et de pouvoir communiquer certaines choses que je ne peux pas communiquer dans ma famille. Et j'espère juste que mon histoire pourra servir quelqu'un, même si ça sert une seule personne. Parce qu'à la fin, j'aurais tout donné pour qu'un membre de la famille, un oncle, un ami me botte le cul pour que j'aille retrouver mon père. Et ma mère a fait un travail brillant d'isolation familiale qui fait que on était de moins en moins connectés avec les autres membres de la famille. Mais je sais qu'à l'époque, c'était impossible pour moi de comprendre intellectuellement, émotionnellement que je faisais fausse route. Impossible. Alors, c'est le phénomène d'enchevêtrement, là, le phénomène de secte qu'il y avait entre moi, mes sœurs et ma mère, il a duré quasiment une bonne partie de ma vie. C'est-à-dire quand mon père est mort, j'avais une trentaine d'années, 32, et malgré la peine que j'avais, j'étais persuadé que c'était le mal incarné, le mal qui avait fait souffrir ma mère, celui qui abuse. C'était vraiment, j'étais sûr, vraiment sûr. Et malgré que je l'aimais et tout ça, je suis resté avec cet endoctrinement pendant pas mal d'années. Il m'aura fallu, après qu'il soit mort, 12, 13, 14 ans pour comprendre qu'en fait j'avais été endoctriné ou enchevêtré et que concernant mon père, je ne pouvais pas penser par moi-même. Et donc j'ai ruiné ma relation avec mon père. Je me suis tiré 2 balles dans le pied parce que je pensais que mon père était un démon et que ma mère était la victime. Et il m'aura fallu tellement d'années pour comprendre que la relation entre 2 humains, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je regrette infiniment de ne pas avoir eu de relation avec mon père. Parce que lorsqu'on a 19 ans et qu'on rejette son père, je pense que c'est un âge critique où il faut avoir une relation avec son père. Et j'admire les enfants qui ont des pères qui ont commis des crimes et que les enfants continuent d'aller voir leur père en prison. Et mon père a été tellement démonisé que pour moi, c'était impossible. Et en tout cas, je parle de tout ça pour un peu désacraliser, pour faire tomber un tabou familial et essayer peut-être d'inspirer d'autres personnes à peut-être renouer avec leur père ou leur mère, parce que ça peut se passer aussi dans l'autre sens. Mais en général, dans ce phénomène d'aliénation parentale, les enfants qui choisissent un parent, c'est en général parce qu'ils ont une enfance avec des parents qui ont une relation ultra conflictuelle. Et en général, il y a une forme d'accommodement où les enfants vont s'associer aux parents, à la personne, aux parents dont ils ont le plus peur. Et moi, ma mère, c'était la personne avec qui j'avais le plus peur. C'était terrifiant. J'avais vraiment une terreur. C'était bizarre parce que j'avais un mélange. J'étais terrifié et en même temps, j'avais un grand désir qu'elle me serre dans ses bras. Et c'était complètement n'importe quoi. Et quand mon père est mort, il a été enterré en Tunisie. Je suis parti en Tunisie et j'étais complètement à l'ouest. J'étais encore méga perdu. Et
Et un phénomène que j'ai chez moi, puisque quand j'étais gamin, j'ai l'impression que dans mon cerveau, quand les situations sont ultra graves, à partir d'un certain seuil, eh ben, j'ai des fous rires. Ouais, je sais, hein, c'est pas très sérieux. Mais par exemple, dès qu'il y a une situation qui devient vraiment critique, que ça dépasse un certain seuil, j'ai tellement été gamin, puni, engueulé, critiqué, que quand je sentais que la situation était devenue tellement balèze que je me mettais à rire. Peut-être que c'était un instinct de survie que j'avais. Et je me rappelle quand mon père est mort et qu'on est parti à l'enterrement en Tunisie, c'était à un moment donné, on était dans une pièce et il y avait les gens qui connaissaient mon père, les gens de la famille, et j'ai vu ces femmes pleurer, j'ai vu cette tension monter et je n'ai pas pu m'empêcher, je suis parti en fou rire. Il y a même eu une personne qui m'a dit « Ah ouais, toi ça n'a pas l'air de te déranger que ton père soit mort et tout ». Donc la personne ne comprenait pas, mais je sais que ça a dû choquer pas mal de gens que je puisse rire durant ce moment-là. Et pourtant ma peine était... Mais avec les souffrances de l'enfance, la vie, j'ai appris à cacher mes peines, mes larmes et de les exprimer quand je suis seul. Et donc voilà. Et depuis mes réalisations, tout ça, j'ai des regrets au quotidien qui vont me suivre jusqu'à la fin de mes jours, d'avoir rejeté mon père, de lui avoir manqué de respect, de lui avoir infligé le traitement du silence. Ça, c'est un truc que j'ai découvert plus tard en psychologique, qui est un phénomène psychologique, un des plus néfastes et les plus destructeurs, qui sont en général exprimés par les personnalités pervers narcissiques ou les personnes avec une grande immaturité émotionnelle. Et mon père n'avait pas internet, donc il n'a pas pu trouver les moyens de me contacter, et c'est pas ma mère qui l'aurait aidé. Et il a juste réussi une fois. Il m'attendait sur le trottoir de la maison de ma mère, 1 an ou 2 après que je l'ai rejeté. Et c'est la seule interaction que j'ai eue avant son décès. Et je l'ai vu, et il était vachement diminué. Et j'ai bien réalisé que ça l'avait affecté la séparation avec ma mère et le rejet de ses enfants. Je l'ai vu diminuer, ça m'a fait beaucoup de peine parce que mon père avait un certain âge déjà, et j'ai vu qu'il s'était laissé aller, et j'ai vu dans ses vêtements tout ça, il me faisait un petit peu penser à... Ça m'a fait énormément de peine. J'espère que je ne vais pas chialer pendant cette vidéo, ça serait le comble. Mais je l'ai vu et je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai reconnu de son visage, mais il avait maigri, et puis il avait une tenue, il me faisait un peu penser à un clochard. Et à l'époque, j'étais tellement enchevêtré avec la psychologie de ma mère et mes sœurs et tout ça, que je n'ai eu aucune empathie vis-à-vis de lui. J'ai eu du dédain, du mépris, je l'ai laissé parler, j'ai rien compris. Et pour moi, c'était simple. Il y avait la gentille maman victime et le méchant papa démoniaque. J'étais à l'ouest. Il m'aura fallu, après presque 20 ans, 25 ans, pour comprendre à quel point j'étais à l'ouest. Et je me suis comporté de manière inhumaine contre mon père. Certes, j'étais inconscient, mais personne ne méritait le traitement qu'il a eu. Et 1 an ou 2 avant de rejeter mon père, j'ai pu avoir une conversation, chose qui a été quasiment impossible avec ma mère, jamais. Et on a pu se comprendre. Il s'est même excusé.
Mais le mal était fait. L'endoctrinement que j'ai vécu, les souffrances, les traumas m'ont forcé à rejeter mon père et à ne plus avoir de relation avec lui. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'aime mon père profondément. Et quand je l'ai rejeté, je me suis vraiment fait beaucoup de mal parce que je sais que mon père avait besoin de moi. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, et aujourd'hui je peux le dire, c'est que j'avais besoin de lui plus que lui avait besoin de moi. Et c'est comme comment dire, c'est comme quand tu rejettes, en plus je peux parler que de la figure paternelle, je ne sais pas comment ça s'exprime quand c'est la mère qui est victime d'aliénation parentale, c'est que quand tu rejettes ton père, tu ne peux pas totalement te construire en tant qu'homme, surtout quand tu es un jeune homme. C'est-à-dire que tu as rejeté ton père, et donc après tu ne le vois plus. Dans ta tête, tu sais pas comme si tu avais rejeté ton père et c'est bon, maintenant tu peux aller t'occuper, te construire. Tu crées un caillou dans ta tête, dans ton cœur énorme qui est « j'ai rejeté mon père ». Et ce caillou, il te tire vers le bas et donc toi tu te construis en opposition de ton père. Ce qui est débile parce que dans la figure paternelle, il y a tout un éventail de choses. Le masculin, l'autorité, la confiance, plein de choses. Et quand tu rejettes ton père, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça a été le drame. Parce qu'à la limite, si j'avais décidé de ne plus le revoir, mais que dans ma tête, j'avais assumé mon amour pour lui, et que j'assumais la fierté que j'avais pour lui, peut-être que ça aurait été meilleur. Mais j'ai grandi avec cette immaturité émotionnelle, à me dire « maman gentille, papa méchant ». Voilà, la vie super simple. Et en fait j'ai été victime d'un phénomène bien connu en psychologie qui s'appelle le splitting. C'est en général les personnes atteintes de perversion narcissique où en fait, durant les moments de grande rage ou de colère, il y a un basculement en fait. La perception, elle devient, comment ça s'appelle, binaire. Et donc en rejetant mon père, je me suis condamné, j'ai condamné mon avenir parce qu'en fait, avec le 5e commandement qui dit honore le père et la mère, le 5e commandement ne dit pas aime tes parents, il dit simplement honore-les. Et je suis content que les gens comprennent pas ce que je dis. Et donc, ça y est, maintenant j'ai retenu le nom Kelly dans ma tête. C'est une grande catastrophe. Et c'est pour ça que je trouve que quand les enfants souffrent d'aliénation parentale, c'est un drame sans nom. Parce qu'en général, ça sert les intérêts de l'autre parent. Et je pense que aujourd'hui, j'en veux un peu, je pense que ma mère en est totalement inconsciente. J'en veux un peu à ma mère de ne pas m'avoir botté le cul et de ne pas avoir dit « bon, maintenant, ça suffit les conneries. Tu vas aller voir ton père parce que ta relation avec ton père, c'est ta relation. Ma relation avec ton père, c'est une autre relation. » Et en fait, ma peine est un reflet aussi de mes déceptions avec ma relation avec ma mère. Et du manque de maturité émotionnelle. Et donc aujourd'hui, voilà, j'apprends à vivre avec ce trauma d'avoir fait souffrir mon père. Et le drame avec tout ça, c'est que ma mère, pendant tellement d'années, a perpétué avec ses expressions, nous a conditionnés, mes sœurs et moi, à ressentir, à détester mon père, que on ne s'est pas rendu compte que petit à petit, les comportements que l'on pensait légitimes d'opposition à mon père et de le rejeter, de lui manquer de respect, en fait, on ne se rendait pas compte qu'on
on s'autorisait à ne plus avoir d'empathie pour lui. Et donc, sans s'en rendre compte, on s'est donné l'autorisation de devenir des monstres. Et aujourd'hui, je peux le dire, le comportement qu'on a eu vis-à-vis de mon père, que l'on a cru légitime, était un comportement monstrueux. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, petit à petit, on était en dérive et où l'empathie pour l'autre devenait optionnelle. Et lorsqu'on fait je pense qu'il n'y a pas de moment, de situation où tu peux... je pense qu'on se fait plus de mal que de bien à essayer de croire que en faisant du mal à l'autre, on se protège, croit qu'on... Bref. C'était pas dans la famille dans laquelle j'étais qu'on allait m'expliquer tout ce que je raconte là et qu'il m'aura fallu une vie entière pour comprendre. Donc voilà, aujourd'hui si je fais ce travail, c'est un peu d'ouvrir les placards, les tiroirs pour pouvoir, j'espère, commencer à aider les générations futures et à briser le cercle, le cycle des traumas intergénérationnels, familiaux. Et donc voilà. Donc ça c'est mon histoire. Et ce phénomène qui est vraiment maintenant de plus en plus répandu d'aliénation parentale, c'est une vraie plaie aux États-Unis. Donc ça fait maintenant 6-7 ans que je suis connecté avec une centaine de parents ou de personnes qui vivent l'aliénation parentale. Et j'ai étudié l'aliénation parentale pendant des années. C'est un truc fascinant et donc j'ai décidé de faire bientôt une chaîne en anglais pour parler de l'aliénation parentale et peut-être aider des enfants, des jeunes adultes ou des adultes et parents à pouvoir retrouver que les enfants, peut-être inspirer certains enfants à renouer avec leur père ou leur mère et à certains parents à pouvoir peut-être les aider à tenir la distance et l'épreuve émotionnelle que l'on peut ressentir en étant déconnecté de ses enfants. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop dramatique, mais voilà, c'est important pour moi de pouvoir en parler et de dire, de partager mon histoire. Peut-être que ça peut inspirer une personne, peu importe l'âge, on peut avoir 40 ans, 50 ans et finalement décider de renouer avec son parent. Donc voilà. Merci à tous, à bientôt. Salut.